Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Thibozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Hmm. Là, pour les nouvelles du jour. Bon, comme je le disais sur l'épisode précédent, en fait, j'avais commencé par suivre le podcast de Joe Rogan où il avait invité Kash Patel. Et j'évoquais en fait que j'attendais en fait ce qu'il allait répondre par rapport au drame qui se déroule entre le président et le gars Elon. Et apparemment, en fait, c'est pendant l'épisode, en fait, l'épisode a été filmé le jour du tweet où Elon balançait que Trump était sur la liste de Epstein. Et donc, ils ont découvert, en fait, le tweet ensemble et tu vois Cash qui dit que bon, lui, les trucs entre Trump et puis Elon, que lui, il veut pas en parler, qu'il veut pas s'en mêler, etc. Bon, ok, bon. J'ai remarqué que Joe n'a pas insisté. Il a pas essayé de le pousser un peu, enfin, tout au moins, par rapport, en fait, à la question de, ils ont parlé d'un peu d'autres choses. Et, bon, à un moment donné, ça m'a désintéressé. Donc, éventuellement, s'ils en ont parlé encore après ou pas, je ne sais pas. Mais à un moment donné, ça m'a désintéressé parce que je me suis dit, ok, il est juste confortable pour parler de certaines choses. D'accord? Et c'est son choix, il n'y a pas de souci. J'ai pas terminé l'épisode de toute façon. C'était pas aussi truc là que je l'aurais espéré. Ils ont parlé de trucs super pertinents, d'un travail formidable qu'ils sont en train d'accomplir. Mais à un moment donné, je trouvais que ça tournait en rond, quoi. Anyway, c'était pas le plus important. Le plus important, c'est hmm, quelque chose de magnifique. Something fantastic. Une seconde. La chose la plus importante en ce jour, c'est The Final Reckoning. Mission impossible. Ta, 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 ta. Oh là 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 là. Vous savez, ce mec-là, c'est comme du bon vin. Tom Cruise, il est comme du bon vin. Il se bonifie avec le temps. C'est juste splendide. C'est juste gratifiant. C'est fantastique. Tout le monde connaît, au fait, d'accord, la série Mission Impossible. Toutes ces sagas, etc. Mais personnellement, aucun Mission Impossible ne m'avait jamais, d'accord, ému particulièrement. Ouais, c'est un film d'action, quoi. Et puis bon, voilà, je sais que c'est des cascades, etc. Ouais, je vois ça, mais ça, ouais, sans plus. Et la majorité des films de Tom Cruise m'avaient toujours donné, en fait, cette sensation de, yeah, genre, un peu fade. Jusqu'à Top Gun Maverick. Maverick. Il n'y a pas de R là-bas. Maverick. Dans Maverick, je me suis rendu compte que quand je suis Maverick, c'était genre, wait a minute. C'est genre, il a pris le premier Top Gun, qui n'avait pas vraiment de goût, parce que j'ai remarqué, il essayait de faire, d'accord, ce truc de lien émotionnel, c'est-à-dire un truc, en termes de relation d'affection, affectionnelle, ça faisait un peu trop cinéma, en fait, dans le premier Top Gun, d'accord. Beaucoup de gens probablement aimaient le premier Top Gun, mais moi, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup acte de cinéma. Ça faisait pas naturel. Il y avait pas la connexion qui était supposée avoir avec la dame. Ouais, ça me faisait ça. Et bon, et le reste c'est de l'action, quoi. Ouais, ils ont tourné. Anyway.
Dans Maverick, Joe, je voyais du Top Gun, mais en raffiné, en plus beau, en plus poignant, en plus touchant, émotionnellement impliquant. Je voyais du mission, enfin, de la mission impossible, grandeur nature, dans Maverick. Et c'était juste splendidement bien écrit. Il a fait d'autres trucs, hein, La Samouraï, etc. Mais c'était le premier film de Cruise où je me suis assis, je me suis dit, bon, ça, c'est de la beauté, c'est du cinéma, c'est de l'art, c'est un artiste. Il a fait du beau, il a fait un compil de tous ces trucs-là, et c'était vraiment poignant. La scène où, je ne vais pas revenir sur la scène, enfin, sur le film en lui-même, il y a un truc qui était, disons, percutant, c'était dans Maverick, bien entendu, où ils étaient en train de faire des simulations, etc., avec les gars qui devaient partir pour la mission. Et chacun essayait de donner une excuse de pourquoi il n'a pas fait ci. Et puis, il le regarde, il ne me dit pas à moi, pas le dire à sa femme. C'était genre, ça te réveille, quoi. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et tu comprends les impulsions. C'était juste magnifique, Maverick. Et je me disais que bon, c'était sans plus, quoi. Genre, quand il dit sans plus, genre, je m'attendais pas à autre chose. Jusqu'à Final Reckoning. Damn. Damn. C'était vraiment Mission Impossible. Pour une fois. Pour une fois, on était vraiment dans Mission Impossible. Parce que tu te mets dans la position du personnage et tu comprends que, Joe, c'est Mission Impossible. Il y avait tout. Il y avait de l'émotion. Il y avait de l'action, mais pas juste pour faire cinéma. C'était, tu pouvais ressentir le désir de vivre du personnage, l'envie de s'en sortir, tout au moins en fait du personnage central. Et avant de revenir sur cause, j'ai été choqué, et c'est difficile de me choquer par un truc. Le rôle joué par Morales, le méchant, c'était pas le nom du méchant dans l'histoire là, j'ai oublié. Le méchant en fait dans Final Reckoning, c'était un vrai méchant. Pour une fois. Genre, je sentais juste, c'était genre, ouais, quelqu'un qui fait il fait du mal. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le peut. C'était ça. C'est un vrai vilain, en fait, du cinéma. C'est un vrai vilain de film, ça. Le coup qu'il a fait au début, il a éliminé Luther, j'en revenais pas, j'ai dit, c'était juste pas nécessaire, quoi. Et c'est un vrai vilain. C'était juste de la méchanceté gratuite. Bien sûr, il y avait une sorte de but, etc. Mais il avait juste envie de s'amuser, d'une certaine mesure. Et quelqu'un qui avait plutôt, disons aussi un peu trop d'ego, en fait, le personnage le voulait comme ça. Et peut-être un peu complexé à vouloir que l'autre affirme que, ouais, dis-le que j'ai gagné, ou etc. Quand tu le dis. Ouais. Mais c'est un vrai méchant. C'est c'est de la pure méchanceté, c'est gratis. C'est de la méchanceté gratis. Mettez-vous dans le contexte, vous êtes en face de quelqu'un comme ça. Il est totalement imprévisible. Il n'a juste pas de sens. Mais il a les moyens de sa politique. C'est ça le problème. Si vous êtes Tom Cruise, enfin, si vous êtes Ethan, vous savez que la personne en face a les moyens de sa politique et est totalement imprévisible. Et c'était juste bluffant, en fait, pour moi, la façon dont, Joe, non, c'est un vrai méchant. Franchement, pas inatteignable, pas un truc là, mais c'était un vrai méchant, quoi. Il y a rien à dire sur la question. Il avait son désir propre. Et pour une fois, je voyais ce truc là où on a des méchants mégalos, etc. Ouais, il avait un peu son truc de, ouais, ok, il veut contrôler l'entité, etc. pour faire son délire. Mais c'est pas quelqu'un que, non.
c'est like your regular guy, quoi. Et il a juste envie de faire quelque chose pour lui-même, en fait, de dominer. Et il assume le partage volontiers. Il est prêt à niquer les gars de... C'était juste un méchant. Bien entendu, il y a beaucoup de films où on verra en fait ce genre de disposition de personnages. Mais franchement, c'était bien disposé dans Mission Impossible. Et il y a un truc que Cruise fait souvent dans la Mission Impossible que j'aime. C'est-à-dire quand il veut narrer, quand il veut expliquer un truc, il y a souvent cette séquence-là, un peu comme la présentation qu'il fait, souvent au début à la fin pour les personnages où ils se retrouvent sur un endroit, dans un endroit neutre, d'accord, public, et chacun vient, et puis comme des anonymes au fait, d'accord, comme des sans-face, et ils viennent, ils se savent, et chacun retourne. C'est magnifique, c'est beau, d'accord, c'est vraiment, c'est poétique, franchement. Et la deuxième chose qui revient un peu souvent et que j'adore aussi, c'est, il a une façon de conter l'histoire. Je ne parle pas de tout le script, mais à certains endroits du script, il a une façon de distribuer, de répartir, en fait, la charge ou la responsabilité de conter l'histoire. Ce que j'entends par cela, c'est quoi? Ouais, il y a souvent des scènes où, ok, what's the plan? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ce genre de truc. C'est quoi le plan qu'on va faire? Et tu te rends compte que différentes personnes, différents personnages, donc, à différents endroits, dans différents dialogues, racontent le plan. Donc, tu as lui, peut-être c'est à lui qu'on pose la question, il commence à parler du plan. Son pote, de l'autre côté, est en train de, c'est-à-dire, il commence par raconter le truc. Et c'est comme si de l'autre côté, au fait, un autre de ces gars est en train de, a commencé donc par raconter le truc, mais au lieu de raconter le truc du début, prend la suite pour que nous ne soyons pas dans la redondance de ce qui est raconté. Genre, c'est comme quelqu'un a commencé, l'autre a continué, mais de l'autre côté, dans une autre scène, en parlant à d'autres personnes. Ce qui fait que, à la fin de 1 minute et demie, tout le monde est au même niveau d'information. C'est artistique. C'est artistiquement bien construit. Et pour moi, c'est beau. Mais il y avait de la poigne dedans. J'ai suivi cette histoire-là et ouais, là, il y avait une scène, je sais pas si la plupart des gens ont suivi, mais si vous n'avez pas suivi, je vous recommande d'aller suivre le dernier Mission Impossible. C'est juste splendide. Ouais, le truc dans le sous-marin, c'était juste fantastique. Où le gars il descend, tu vois des grosses têtes, d'accord, des torpilles, tu vois de grosses torpilles. Tu comprends en fait c'était pas juste du danger, c'était juste de l'impossible au fait. Personne n'accepte faire un truc pareil dans des conditions pareilles. Et dit vrai qu'ils ont tourné à l'Arctique, ils sont allés dans l'Arctique pour tourner des scènes. C'est-à-dire, je suivais un truc où je crois que c'était lors de, enfin, les différents acteurs, c'était, je crois la première diffusion ils se sont retrouvés les acteurs d'accord pour célébrer, etc. Et chacun était en train de parler. Et le monsieur qui a joué le scientifique, justement, dans sur l'île Saint-Mathieu, là-bas, il expliquait qu'à un certain moment donné, la température était descendue à -50, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais pas si c'était en Celsius ou en Fahrenheit, mais c'était descendu super bas, quoi, la température. Donc, ils ont vraiment tourné, au fait, dans des conditions quasi extrêmes. Maintenant, est-ce que les scènes de sous-marins sont réelles? Je ne sais pas. À quel point, quelle est la partie qui est réelle de celle qui ne l'est pas? Parce que je me rappelle pourquoi je suivais le truc à un moment donné, je me demandais pourquoi? Parce que je sais que
Ce mec-là creuse, il a l'habitude de faire lui-même ses cascades et c'est généralement, en fait, du vrai, quoi. C'est généralement du vrai. Donc, ça semblait tellement invraisemblable que les choses se soient passées, que cela s'est réellement passé, en fait. C'est-à-dire qu'ils aient réellement réalisé ces cascades sans CGI, sans rien du tout. Ça me semblait parce que ça ne correspond pas à l'image, en fait. Enfin, je ne vais pas forcément parler d'image, mais à la façon dont il travaille généralement en termes de réalisation. Le gars, il fait ses trucs aussi fous que cela puisse être. Chacun de ces trucs, il les réalise pas. Chacune de ces cascades, il les réalise. Il les réalise, en fait, et ça donne le charme à ses créations. Et donc, la scène dans le sous-marin, c'était juste. C'est juste de l'impossible. Tu descends pas aussi. J'étais avec un pote et je lui disais, attends, regarde le froid, non, on se plaint pas ici. Et tu sautes dans quoi? Quelle température déjà? Rien que l'eau, avec tout le risque que cela implique, hypothermie, etc. Et ils ont cité au fait les trucs dans le scénario. Avec tous les risques que cela implique. Et tu te retrouves dans un sous-marin. Tu n'as pas de repère réel, en fait, dans le sous-marin. C'est pas comme si c'était chez toi. Tu connaissais le périph' par cœur, etc. Et tu as des torpilles non, il faut juste vouloir le faire, quoi. Il faut vraiment avoir envie de le faire. Mais la partie la plus poignante pour moi dans cette séquence, c'était lorsqu'il est quand même arrivé à sortir. C'était difficile, c'était éprouvant, mais il est arrivé à sortir du sous-marin. Entre le moment où il est sorti du sous-marin, il voulait remonter, et le moment où il est monté, je ne lisais qu'une chose, l'envie de vivre. C'est-à-dire le désir ardent de vivre. Tout le film a été marqué par ça, mais cette partie-là était suffisamment poignante pour moi. Tu ne te débats pas autant si tu n'as pas envie de vivre. C'est-à-dire que c'est une imposition, c'est ta seule option que de vivre. C'est le seul choix que tu fais, c'est un décret que tu fais, que de vivre et de tout faire pour. Et sérendipité s'ensuit. Bien sûr, ça faisait partie du plan, on l'a sauvé. Mais voilà quoi, il aurait pu y passer aussi. Mais c'était juste splendide, fantastique, fantabulous, comme le dit l'autre. Non, franchement, j'ai super kiffé. J'ai vraiment adoré. Je pourrais passer des heures à en parler. Littéralement. Littéralement. Et l'autre chose, c'est quoi? Au-delà, en fait, du film. Vous savez, pendant que je regardais le film, ce truc-là m'a donné envie de vivre encore plus pleinement. Ouais, quand on était gamin, on aimait regarder, je sais pas surtout pour les gars, enfin, pour les hommes, nous les garçons, on regardait les films d'action. Et on avait juste envie, au fait, d'être ces héros dans les films. C'était pas que j'avais envie d'être ce héros dans le film, mais vous voyez, ce que c'est supposé transmettre à l'âme, le désir, au fait, de vivre des aventures, et encore et encore. Et curieusement, il y avait une scène dans Fan Awakening où ils étaient entrés dans un tunnel relativement, pratiquement vers la fin, avec ces gars, d'accord, là où l'entité devait Là, il devait retrouver Gabriel, d'accord, le méchant, pour, enfin, lui donner le truc. Et il avançait, Cruz avançait avec ses gars. Et quand ils avançaient, à un moment donné, il devait s'arrêter et après il demandait à la fille et puis à son pote, d'accord, de toujours de l'accompagner. Juste avant ce moment, quand ils étaient en train d'avancer, la vérité, c'est que quand je les voyais avancer, l'image que ça m'a donné, c'est Indiana Jones. C'est-à-dire, j'avais dans la façon dont il avançait avec les gars, c'était genre, j'ai juste pensé à Indiana Jones avec Harrison Ford. Sur le coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que ça m'a, juste de l'aventure, c'est ce que ça m'a évoqué. C'est juste que cela m'a évoqué, c'est juste fantastique. Et je, j'ai réalisé au fait que, enfin, le truc que cela
réveiller en moi, en fait, c'est ce désir, en fait, de vivre pleinement, de vivre des aventures super folles, super magnifiques, super amusantes, super vivantes, super aventureuses. Oui, des aventures super aventureuses. De prendre du risque et du risque fantastique à en rire après. Parce que au-delà du cinéma, c'est comme ça que Tom vit sa vie. Parce que, bien entendu, le cinéma, c'est sa vie, mais écoutez, lorsque les cascades que tu fais, c'est des choses que tu vis. C'est pas, ce n'est pas un montage. Genre, ok, on peut, il y a des cordes, etc. Mais, Joe, c'est magnifique de vivre, au fait, aussi pleinement, en fait. C'est juste époustouflant. Le gars, il a un certain nombre de licences. Il peut conduire relativement tout ce qui est objet volant. Il a des licences de pilote de beaucoup de types d'avions, y compris des avions de ligne. Genre les avions, comme des lignes commerciales, des gros avions de ligne. Il peut être ton pilote et tu peux dormir saine à bord. Il t'amènera à destination. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et il utilise, bien sûr, c'est pour en faire usage ou pour, genre, lors de ces différents tournages, s'il doit se retrouver dans ce genre de position, suivant le scénario, il n'a pas besoin, en fait, de quelqu'un en extérieur pour jouer le rôle. Et justement, ça lui facilite, au fait, parce que, avec ça, tu te dis, ça te donne des idées, au fait, de scénario. Parce que tu sais que tu peux le faire, etc. Donc, il n'y a pas, ça te donne juste de nouvelles idées. Mais c'est un monsieur qui vit pleinement sa vie. En fait, disons que, voilà quelqu'un qui est fidèle à son nom. Il porte bien son nom. Il s'appelle Croisière. Il vit sa vie comme une croisière et c'est juste inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire. Et j'ai beaucoup de respect. J'en parle autant, pas juste parce que c'était un bon film, parce que des films, il y en a de bons, il y en a de très bons, probablement même de mieux, sûrement. D'accord? Mais parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour cet individu. Pas d'un point de vue de, oh, je suis un fan de Tom Cruise, mais c'est un monsieur qui a une éthique de travail super dingue. Il paraît. Et ça, c'est un truc que j'avais appris il y a super longtemps. C'est le genre. Il est au boulot le matin. C'est-à-dire, il taf très tôt le matin. C'est un gars qui a été son assistant pendant une période. Il taffe tous les jours. Réglo. Quand il vient, il va taffer, en fait, sur tout ce qui est des projets à venir, d'accord? Et généralement, le reste du temps, il va taffer sur les projets en cours. Mais c'est un gars qui est super structuré, super organisé, qui en sait beaucoup sur ce monde, et super privé, super travailleur, super talentueux, super, non, il est juste super, d'accord? Il est juste super bas, ajoutant le bas, pour résumer toutes les formes de super sagacité, en fait, qui pourrait lui être attribuée. Donc, pour dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour son travail, pour son éthique de travail, pour sa qualité d'acteur, pour son art de vivre. Parce que c'est un monsieur qui vit pleinement et ça m'inspire. J'aime ça. J'aime ça. Toute personne qui vous inspire à être mieux que ce que vous êtes mérite votre respect, votre appréciation, et même votre gratitude. Et dans mon cas, c'est le cas concernant Thomas Croisière. Thomas de la Croisière ou Thomas Croisière, peu importe. Tom Cruise. Voilà pour la petite fenêtre qui nous a pris une demi-heure. Mais je pense que ça valait le détour. Même si, pour moi, le point le plus culminant, en fait, du truc, c'était le message laissé par son pote à la fin. Le personnage Luther. Hey, il a fait un trou dans mon Versace! Il nous a quittés dans cet épisode. Et c'était juste un choc, quoi. Gabriel, il a fait, c'était Morales, l'acteur Morales. Il a fait du sale. J'étais juste genre, mal choqué. C'est pas vrai, quoi. C'était juste pas vrai. J'étais genre, ok, je peux arrêter de suivre, quoi. Non. Donc, le personnage Luther lui a laissé un message à la fin. Et c'était un très beau message.
C'est un très beau message. Et je vous recommande de suivre ce truc-là, si vous ne l'avez pas déjà fait. De suivre le Final Reckoning, si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien, pour en venir à la question du jour, quelqu'un qui me demande, au fait, si je ne peux juste pas faire mes histoires comme ça. Ou ce truc-là que je fais, où je parle un peu d'actualité ou de trucs, comme ci, comme ça, avant de répondre. Si je peux juste pas faire, en fait, des épisodes où c'est juste ce genre de truc que je fais, quoi. Genre, je suis pas obligé, je ne suis pas obligé de répondre à des questions à tous les développeurs. Je veux juste être en train de parler ou faire des trucs, etc. comme ça. Je vais y penser. Non. Cependant, pour le moment, je vais quand même répondre à la question du jour qui est, parfois j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans cette vie et je n'ai pas envie de vivre. Enfin, l'individu dit qu'il a l'impression qu'il n'y a rien dans cette vie, qu'il n'a pas envie de vivre. Et quelqu'un peut-il me dire ce que nous devrions faire à ce moment-là? Ce que nous devrions faire à ce moment-là et pourquoi? Quelqu'un ou bien, ok, je vois. Allez regarder le Final Reckoning. Ça va vous donner envie de vivre. Écoutez, généralement, lorsque vous n'avez pas de, je ne vais pas parler de vision, je ne vais pas parler d'ambition. Lorsque vous n'avez pas de rêve, voilà quand vous arrêtez de vous sentir vivant. Voilà quand vous avez l'impression que cette vie il y en a pour rien. Et pourtant, c'est le potentiel de tous les possibles. C'est le potentiel de toutes les aventures. Et lorsque j'ai commencé à répondre à la question en parlant de regarder le Final Reckoning, ce n'est juste pas pour le dire. Parce que le truc avec, dans le dialogue entre Ethan et Luther, c'est-à-dire Cruz et puis son pote qui est décédé dans le truc, le Black, l'autre lui rappelait souvent en fait que, écoutez, au finish, c'est que chaque vie compte. Dans le sens où, non, parce que chaque vie a de la valeur. C'est-à-dire que notre vie a du sens. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas comprendre en fait pourquoi. Peut-être pas encore, mais les choses sont parfaites telles qu'elles sont en fait. Et tout compte parce que vous comptez. Tout compte parce que vous comptez. Je pense que enfin, le suivre et l'entendre va être beaucoup plus élaboré. D'accord? Ça va être beaucoup plus, c'est, de toute façon, c'est dans le scénario. Donc, c'est sûrement mieux dit que tout ce que je suis en train de dire actuellement, puisque je suis en train de paraphraser. Même si pas de façon super fidèle. Mais l'idée de là où je vais, c'est quoi? Donnez-vous la chance. Et donnez la chance à ce monde, à cette vie. C'est tout. Pas besoin, en fait, de rajouter quelque chose. La chance, quelqu'un demande la chance de quoi? Donnez-vous la chance. Et donnez la chance à cette vie. Et je vous laisse le soin de compléter le reste. Parce que, comme je le disais, c'est un potentiel infini. Et j'avais évoqué tout à l'heure que regardez, au fait, ce truc-là, a réveillé de nouveau quelque chose en moi qui est ce truc-là que nous avions tous quand nous étions gamins. Le goût de l'aventure. Et ce qui est bien avec une aventure, c'est que ce n'est pas un chemin tracé. C'est un chemin que vous tracez. Ce n'est pas un sentier battu d'avance. C'est une nouvelle voie
que vous créez. Et la voix existe parce que vous êtes passé par là. Et c'est d'autant plus fantastique qu'il n'y a pratiquement rien de prévu, rien de super organisé. Figurons-nous que nous avons toujours mené une vie où tout est toujours planifié. Évidemment que ça ne semble pas palpitant, parce que généralement ce n'est pas nous qui avions planifié, mais c'est le modèle de planification d'autres que nous transposons en fait à notre réalité et nous évoluons dessus. Et donc, évidemment, lorsque vous vous retrouvez dans une position où vous n'avez pas de plan réel et les seules perspectives sont celles que partagent sur les autres, évidemment que vous vous sentez du vide. Parce que même vous, c'est comme si vous vivez dans un film qui n'est pas plaisant. Le truc, ce n'est pas que vous n'avez plus envie de vivre ce film. C'est pas que ce film n'a pas de sens. Mais c'est que vos attentes vis-à-vis du film sont tellement élevées. Quand je parle de film, je parle de l'existence. Vos attentes sont tellement élevées que ce que vous voyez comme résultat, ça vous fait des... Et c'est totalement légitime. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous en voulez en réalité plus. Pas que vous n'en voulez plus du tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que se dit que, ok, l'impression que rien n'a de sens et que vous n'avez pas envie de vivre, c'est faux. C'est pas que vous n'avez pas envie de vivre. C'est ce film-là qui ne vous donne pas envie. Ce scénario-là qui ne vous donne pas envie. Pas le fait de ne plus vivre le film. Et le comprendre, c'est se donner donc la chance d'écrire un nouveau scénario, plus palpitant, plus amusant. La question à vous poser réellement, c'est, parce que vous demandez, est-ce qu'on peut vous dire ce que nous devons faire en ce moment-là et pourquoi? C'est justement ça, en fait, toute la beauté de la chose. Vous êtes l'auteur, le réalisateur, le producteur, le metteur en scène de votre existence. C'est pas à quelqu'un de dire ce que nous devons faire en ce moment et pourquoi. C'est à vous, parce que figurez-vous que justement, ça a toujours été quelqu'un d'autre qui l'a fait. Voilà pourquoi est-ce que le film que vous vivez et que vous appelez votre vie est médiocre. Mais lorsque vous allez décider de prendre en main la réalisation, la production en fait de votre existence, plutôt que d'attendre quelqu'un pour le faire, vous aurez l'opportunité de créer des trucs palpitants. Et ça commence par quoi? Pour une fois, vous allez pas vous asseoir et vous demander, c'est quoi vos rêves? Et si vous ne savez pas, ou vous avez l'impression de ne pas savoir, c'est quoi vos rêves? Demandez-vous, quand vous étiez gamin, de quoi rêviez-vous? C'était quoi les différentes fantaisies que vous avez dans votre esprit en termes de réalisation? Parce que réalisons que la majorité des choses qui sont créées dans ce monde sont nées de la fantaisie, de l'imagination, de la fantaisie, de l'imagination en fait, des autres. C'était quoi vos fantaisies? C'était quoi les rêves que vous aviez quand? Rêve étant différent de fantaisie, mais que vous aviez quand vous étiez gamin. Ça peut être un bon point de départ. Parce que fondamentalement, attendez, quand quelqu'un est dans le cinéma par exemple, comment est-ce qu'il écrit une scène de cinéma? C'est juste la fantaisie qu'il y a dans son esprit qu'il essaie juste de mettre sur papier et d'arranger au fait de coordonner au fait dans un arrangement cohérent. Point. Ah, il a pensé à ci, il a pensé à ça, il met ça, il estime que ces différentes séquences et de quelque chose, il pense à une autre scène, à un truc bizarre, il dit, ça peut rester dans tel scénario, etc. Je peux me faire, tel genre de truc. Et après, maintenant, il essaie juste, un peu comme si vous avez un panel comme si vous étiez en train de jouer du Scrabble. Mais, au lieu d'avoir des lettres, chaque petit panel, c'est une scène. Au Scrabble, chaque panel porte une lettre et l'ensemble des petits
panel que vous avez vous aide à former un mot. Mais au cinéma, comme dans la vie, chaque panel, c'est une scène. D'accord? C'est une séquence, c'est une scène. Et de la même façon, au Scrabble, vous pouvez prendre des trucs et former probablement un certain type de mots. Mais vous pouvez ajouter autant de panels que vous voulez dans la vraie vie et au cinéma. Au Scrabble, c'est limité et enfin, c'est régi par des règles bien différentes, ce qui explique pourquoi. Ça va être limité au nombre de trucs que vous pouvez prendre jusqu'à ce que, justement, vous faites pour ceux qui jouent le Scrabble, vous voyez de quoi je parle. Mais, dans la vie, en réalité, ça va relativement sur le même schéma, mais potentiellement, il n'y a pas vraiment de grandes limites. La seule limite est celle, au fait, de la direction que vous voulez donner au film que vous voulez projeter de votre vie. Donc, vous avez l'occasion, en fait, d'avoir des scénarios de votre existence, de trucs que vous voulez réaliser. Revisiter vos rêves d'enfance. Enfin, si vous n'avez pas de repères actuellement, revisitez-les et cela va vous inspirer par rapport à qui vous êtes maintenant. Ne mettez pas quelque chose sur le chemin pour dire non, ce n'est pas faisable, non, je ne veux. Non. C'est juste une porte d'entrée vers votre imaginaire, vers votre vous, qui se qui se donnait le droit, en fait, de rêver. Pas que vous devez juste reproduire vos rêves d'enfant. Pas forcément, ce n'est pas ce que je suis en train de proposer, mais que cela vous rappelle, au fait, que, à un moment donné, vous n'en avez rien à foutre de si c'était possible ou pas. Vous saviez juste que vous rêviez de ci, de ça. Et cela, ce rappel, vous permet, en fait, de vous mettre dans un contexte où, ok, encore une fois maintenant, vous pouvez vous permettre de le faire, de rêver. Et lorsque vous aurez différents types de trucs, tout ce qui restera, c'est comme au Scrabble, de les mettre dans un ordre cohérent dans votre vie. Après, même quand on joue au Scrabble, la personne en face ne, ne peut pas juger, en fait, du mot que vous êtes en train d'organiser. Dès que vous l'avez mis, c'est un mot qui est cohérent, qui a un sens. Et quand on n'en a pas de sens, on va chercher, additionner. Il y a les mots Scrabble. Il y a des choses que vous avez fait dans la vie, c'est même pas supposé avoir de sens, mais c'est juste comme ça et ça marche. C'est le mot Scrabble. Et il y a des choses qui sont juste dans l'entendement commun, qui sont dans les dictionnaires, etc. Point barre. Donc, dans, dans cet entendement, vous avez la possibilité, au fait, de recréer votre vie. C'est plus facile à dire qu'à faire, un peu comme le dit l'autre. Comment ça a été formulé? Je vais paraphraser. Il dit, il est plus simple, je suis en train de paraphraser, hein, il est plus simple d'apprendre à 20 personnes à faire quelque chose plutôt que d'être l'une des 20 personnes à qui l'on a appris à faire la chose, au fait. Parce que c'est une façon de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça ne veut pas dire que la personne qui le dit est détournée de le faire. La personne aussi, l'enjeu reste le même pour tout le monde. Nous sommes tous humains. D'accord? Donc, ce que je dis d'abord, je le dis parce que je le vis comme ça. Et je sais. Il n'y a pas de script devant moi. Je suis pas en train de lire quelque chose. Ça vient juste de là. D'accord? Il n'y a rien que je lis. Enfin, sauf les questions. Ou quand je veux googler, voilà, un nom ou un truc particulier, définition, etc. Sinon, il n'y a pas de script ici. Ça vient d'ici. D'accord? Et donc, comprendre que c'est peut-être, ça semble évident à dire, mais au moins, ce que je dis a le mérite d'être clair. Et je pense que c'est toujours un bon début d'avoir les idées claires. Quelque chose que l'on veut accomplir. Mieux vaut avoir des idées que pas d'idées du tout. D'accord? Mieux vaut avoir des idées que pas d'idées du tout. Et si vous avez des idées claires, je pense que c'est un bon point de départ pour poser les actions. Ça demande zéro argent.
ça demande que le temps que vous preniez habituellement pour vous plaindre. Utilisez-le cette fois-ci pour recréer votre vie, pour faire quelque chose d'intéressant, de palpitant, de votre temps, de votre vie, de votre énergie, pour vivre pleinement. J'adore, je reviens encore sur cette histoire. J'adore Tom Cruise. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'admiration. Il n'a rien à regretter dans sa vie, le mec là. Enfin, j'exagère, parce que je connais pas sa vie personnelle. Mais, c'est-à-dire, personne ne pourra, enfin, il ne pourra pas, je vais sortir personne de l'histoire parce que on s'en fout, en fait, de ce que les gens peuvent me penser. C'est le genre, après Final Reckoning, le gars dit qu'il a encore plein de projets au fait sur lesquels il est en train de travailler. C'est juste hallucinant. Mais c'est pas là où j'en venais. Là où j'en venais, c'est que il en a vécu des trucs. Très belles aventures. J'admire, j'ai de l'admiration. J'ai envie de vivre aussi pleinement. Ça m'inspire à vivre aussi pleinement. C'est juste fantastique de vivre. Peut-être, comme je le disais lors d'un épisode précédent, la vie c'est comme une toile blanche. Je sais pas comment on appelle ça, il y a un thème particulier pour décrire ça, je suppose. Sur laquelle, généralement, nous pouvons peindre ce que nous voulons. Il y a des choses qui vont être qui vont prendre du temps d'accord, pour sortir, etc. Il y a des choses que nous pourrons juste peindre. Nous pourrons juste apprendre nos exercices. C'est un peu comme je disais, par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, toutes les autres missions impossibles, personne ne regarderait. Mais cette mission impossible, si, Final Reckoning, je vous dirais, je vous dis, à regarder. C'est un must. Top Gun non, je vous dis, perdez pas votre temps. Mais Maverick, je vous dis, c'est un must. C'est-à-dire que si ça ne tenait qu'à moi, 30 années de Mission Impossible, il aurait fallu 30 ans pour que Mission Impossible ait un sens, par exemple, pour Dumas. Mais c'est 30 années de Mission Impossible, c'est-à-dire, écoutez, la vie, enfin, si c'était Dumas qui devait évaluer, comme ça, ça ne tenait qu'à moi. Si son œuvre au cinéma devait évaluer exclusivement par Dumas, c'est-à-dire que ce serait que genre, ok, il lui aurait fallu 30 ans, en fait, pour faire quelque chose de Mission Impossible qui aurait plu à Dumas. C'est-à-dire que tous les autres trucs n'auraient pas compté. Et si c'était genre, Cruise était en rapport direct avec Dumas, et à chaque fois qu'il faisait un truc, il disait, na, 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 et qu'il, éventuellement avait laissé tomber, je n'aurais pas Final Reckoning maintenant. Et la beauté de la vie, c'est que généralement, pour beaucoup de choses, nous n'avons pas besoin d'attendre la permission de qui que ce soit, ni l'avis, ni l'aval de qui que ce soit. Ni l'avis, ni l'aval. Je pense que c'est une bonne façon de vivre que de savoir que ni l'avis, ni l'aval, ni la, pas, vous n'avez pas besoin d'attendre la permission de qui que ce soit, ni genre, ok, quand vous avez fini de regarder les choses maintenant, vous n'avez pas besoin, en fait, de l'avis des autres, genre, ok, dans certaines mesures, j'exagère si je dis que, ok, l'avis des autres ne compte pas. Non, c'est faux. Pas dans le sens où, ok, vous ne pouvez pas consulter les gens, etc. Mais genre, quand les gens restent là et décident que, oh, ce que vous avez, pas de jugement, non. Bullshit, c'est leur avis. La vie continue. Vous avancez, vous créez votre œuvre et vous avancez. Prenons plaisir à la vie. C'est quelque chose que je suis en train ouais, le jeu, un truc que l'on sait. Mais, encore une fois, que l'on réalise. Prenons plaisir à la vie et soyons bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. Donnons-nous la chance, au fait, de vivre pleinement. Et donnons la chance à la vie de nous montrer à quel point elle peut être splendide. Donnons-lui la chance de nous montrer, de nous offrir tout ce qu'elle a à offrir. Parce que la vie, elle est pleine de richesse, de beauté, de splendeur, de grandeur, d'amour, de joie, de plaisir. La vie, elle est pleine d'efforts, mais de réjouissance aussi. Elle est pleine de potentiel. Elle est pleine de rêves.
non encore réalisées. Mais elle-même, la vie, a ce désir ardent que nous matérialisons tous ces rêves. Il y a un truc auquel je pensais, la, l'idée n'est pas claire dans mon esprit actuellement, mais ça va éventuellement me revenir. Mais je pense que nous, dans ce monde, c'est une grâce et c'est une opportunité d'être la plus grande version de nous-mêmes. Ce n'est pas pour faire cliché, ce que je suis en train de dire, mais ce que je voulais vraiment dire en disant d'être la plus grande version de nous, c'est nous sommes juste nés pour conquérir ce monde, pour être grandiose, énorme, pour marquer. Je suis né pour ça, pour être grandiose, fabuleux, pour marquer ce monde, pour être important, pour être la plus grande version de moi-même. Et je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir. Pas juste pour faire fancy. Non. C'est pas juste un état d'esprit dans un cadre. Une philosophie de vie. Réelle philosophie de vie à avoir et s'y tenir. Et éventuellement, nous nous rendons compte à quel point la vie est palpitante. À quel point elle a tant à offrir. Et que toutes les promesses qu'elle nous fait, elle peut les honorer. Elle a le potentiel, elle a le pouvoir de les honorer, la vie. Et elle est honnête, elle est généreuse. Ça me rappelle vaguement un truc dont je parlais avec un ami. On était en train de discuter et on parlait au fait des hommes au sommet de ce monde. Et essentiellement, en fait, des hommes au sommet du monde de la finance. D'accord? Et j'évoquais un certain nombre de noms. Lui aussi, enfin, il y avait un sujet dont on discutait. On évoquait ces gens-là. J'ai remarqué que dans notre discussion, en fait, ils nous mettaient, en fait, dans une position totalement différente par rapport à eux. Mais je dis, mais attends, non. Il n'y a aucune règle qui stipule que ce n'est pas possible pour nous. Il n'y a aucune règle qui stipule que ce n'est réservé à certains individus. Non? Je suis fait porte au sommet du monde de la finance. Je n'attends l'avis de personne pour décider de cela. Moi, je suis fait porte au sommet du monde. Point. C'est ma vision de la chose. Et je me dirige vers ça. Je travaille pour ça. Et je sais que la seule personne dont la vie compte réellement, c'est moi. Comme le dit le personnage Luffy dans One Piece. Là, je vais paraphraser aussi. Il dit un truc comme, soit vous êtes avec moi ou contre moi, à vous de décider. Ça ne change rien. Parce que moi, j'ai décidé pour moi. C'est le genre de truc qu'on vous dit, je vais le faire. Quoi qu'il en soit, de toute façon. Je vais juste y arriver. Et l'idée, bien que ce soit une parenthèse, ce dont je suis en train de parler, l'idée, c'est que le potentiel de la vie est le même pour nous tous. Nous avons, le but n'est pas d'avoir la même vie que quelqu'un d'autre, mais c'est de faire de notre vie quelque chose de grandiose. Grandiose ne dit pas que, ok, c'est seulement de telle façon que quelque chose peut être grandiose. Grandiose veut dire grandiose. Et la vie étant un potentiel infini, il y a des façons infinies d'être grandiose. Et je nous invite, je nous exhorte à rêver, à nous lever et à réaliser, à faire de notre vie quelque chose de grandiose, à faire de notre vie la plus grande réalisation
à faire de notre vie ce film que nous aimerions regarder encore et encore et encore et encore et encore. Ce film dont nous sommes le protagoniste. Ce film dont nous sommes le meilleur acteur. Ce film dont nous sommes fiers. Que nous adorerons, que nous avons adoré réaliser avec des personnes qui comptent pour nous. Et que nous allons adorer raconter, tout au moins revisiter, tout au moins dans notre esprit, tout au moins en partageant un verre avec des amis, revisiter des scènes de notre histoire personnelle. Mais un film palpitant, un film plein de vie, une vie pleine de vie, pleine de vie. Donc, je nous invite encore une fois à faire de notre vie la plus grande réalisation qui soit. Le genre de réalisation que nous aimerions raconter, regarder, raconter et regarder encore et encore et encore et encore. Sur ce, je vous dis bonsoir.